Ouais, je sais, mais moi je dis Roger, non? Je me suis dit, je dis c'est Roger ou Roger? Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait ridicule avec mon accent anglais, moi. Roger. Ouais, vas-y. Comme Roger, qui a fait aussi sa marque de vêtements. C'est à qui de parler là? C'est à moi. Ok, bah vas-y. Tapis. Belle erreur, tapis aussi. J'ai un jeu parfait. Allez, je vous suis. Je sens que vous bluffez, donc... C'est là que je vais m'enrichir. Vas-y, monte tes cartes, on commence. Carré droit, Oh, c'est beau. 4-3. C'est beau, mais c'est moins bien qu'un carré d'as. Non mais c'est pas possible. Bah, si, c'est possible. Mais c'est encore moins bien que ce carré d'as. Exceptionnel, et là Alors, je gagne tout. Excuse-moi, mais t'as mis les mêmes cartes que sur la table. T'as triché? Les mêmes cartes. Ah, J'ai j'ai battu, des cartes. j'ai Il y a battu. 6 as. Je vous ai battu, les gars. Hop là. Non mais t'es au con. C'est pour Triche. moi. Alors, jouer avec ses amis, c'est bien, mais jouer sur Winamax avec des gens honnêtes, c'est encore mieux. Vous pouvez d'ailleurs parier sur d'autres sports avec Winamax et je vous rappelle que vous aurez l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € et même 10 € supplémentaires avec le code Légende10 qui apparaît ici. Donc vous pouvez avoir tout ça. La montre aussi. Je vous rappelle que jouer est interdit aux mineurs, ne permet pas de s'enrichir et n'est pas une alternative au travail. C'est parti avec Fabio Quartararo sur Légende. Caleçon. Non, pas le caleçon. Le caleçon aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on est en direct de Monte-Carlo à Monaco à l'occasion du festival de télévision. On est venu tourner plusieurs émissions ici. Aujourd'hui, notre invité, c'est Fabio Quartararo, qui est le champion du monde MotoGP 2021. C'est le premier Français à accéder à ce titre-là sur la plus grande et la plus prestigieuse catégorie de course moto, la MotoGP. Il a 25 ans, il va nous raconter son parcours. Il vient de re-signer 2 ans chez Yamaha. Il n'a jamais fait d'interview longue, Fabio Quartararo. Il a juste fait des petites interviews, donc c'est la première fois qu'il va parler longtemps avec nous. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder Légende, à nous écouter aussi en podcast audio. On vous met 3 interviews toutes les semaines, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et on y va avec Fabio Quartararo. C'est parti. Salut, c'est Fabio Quartararo et on est sur Légende. Voilà, magnifique. Salut Fabio. Merci. Bon, on se rencontre à Monaco. Voilà, on est à Monte-Carlo, là, Monte-Carlo Bay à l'hôtel. Merci à eux de nous recevoir. Toi, Fabio, tu es champion du monde de MotoGP en 2021. Tu as été le premier Français à être champion du monde. Juste, j'ai regardé pour préparer cette interview, pour vous tous et pour aussi ceux qui ne connaissent pas du tout la moto, puisqu'on parle à tout le monde dans l'émission sur Légende. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais fait d'interview longue? Je t'ai vu quelques minutes, je crois, sur d'autres interviews, mais pourquoi tu n'as jamais fait d'interview longue? Sincèrement, c'était assez compliqué. Quand j'étais champion du monde, c'est vrai qu'on en a fait quelques-unes. Mais ensuite, avec un planning assez chargé, des émissions aussi que voilà, on est assez sélectif. Et voilà, donc si on est ici, c'est que voilà, je sens que c'est une émission qui s'adapte vraiment à moi. Et je pense que voilà, ça peut être très cool. Puis ça serait bienveillant aussi, c'est un peu le but aussi d'une interview. Il n'y a pas de piège, j'imagine, dans tes métiers, il y a tellement d'enjeux, de sponsors, de trucs, on doit faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, après, avec l'expérience, je commence vraiment à savoir quoi répondre. Ça fait déjà quelques années que je suis en MotoGP, donc voilà, mais vraiment des interviews comme celle-ci, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Parcours, vous allez voir, assez fou. Il monte sur une moto à 4 ans pour la première fois. Ensuite, champion d'Espagne. Tu vas nous expliquer pourquoi, alors que tu es français, comment tu t'entends champion espagnol à 14 ans seulement. Juste, qu'est-ce que c'est que la MotoGP pour ceux qui n'ont jamais vu? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de catégorie? En termes de catégorie, c'est les motos les plus puissantes et les plus performantes qui existent, on va dire, au monde. Mais seulement avant d'arriver à ce niveau-là, il y a énormément d'étapes. Mais pour être assez rapide, on va dire que c'est des motos qui n'ont rien à voir avec des motos de route. On a tellement d'électronique, tellement de puissance sur ces motos. C'est des motos qui vont à plus de 360 km/h. Et surtout, voilà, c'est des motos qui peuvent aller très vite dans des virages. Et voilà, donc c'est le plus haut niveau de la catégorie en moto. Ouais, c'est la Ligue des champions de la moto, quoi. Exactement. Toi, tu es né en 99 à Nice, en fait, pas très loin finalement de Monaco. C'est pour ça qu'on en a profité aussi pour faire l'émission, parce qu'on savait que tu n'étais pas loin. On s'écrivait des mails depuis quelques temps. Ton papa serrurier, ta mère coiffeuse, rien à voir avec la moto? Rien à voir. Mon père faisait de la moto. Mais pas en professionnel? Pas en professionnel, tout simplement parce que le budget, ça coûte assez cher de faire de la moto. Et mon père, voilà, à l'âge de 4 ans, il a décidé de mettre sur une moto. Il a essayé avec mon frère.
Ça n'a pas du tout marché. C'est vrai. Ouais, il est tombé dans des ronces quand à peine il a commencé, donc il a dit bon, c'est pas la bonne personne. Et ensuite, moi, j'ai aimé, j'ai commencé vraiment à aller vite et voilà, donc ça a commencé comme ça. Première moto à 4 ans, c'est quoi comme moto quand tu commences à 4 ans? C'est vraiment des petites motos, c'était C'est des Piwi, un non? Piwi, c'est ça? C'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez, les Piwi, c'est PW, hein, c'est ça? C'est ça, créé ouais. Des mini-motos et tout. Ah, c'est C'était vraiment génial. petit, ouais. Non, c'était génial et surtout, c'est voir l'évolution qu'il y a eu depuis cet âge-là. Mais voilà, les souvenirs de quand j'étais vraiment petit à l'âge de 4 ans. Donc voilà, c'est assez cool de se rappeler de ça. On est obligé de commencer la moto. Je sais que dans la Formule 1, Esteban Ocon, Gasly, etc., Charles Leclerc, c'est des gens qui ont commencé très tôt en karting. Est-ce qu'en moto, c'est pareil, il faut commencer hyper tôt ou tu peux un peu rattraper le cursus plus tard? La majorité des pilotes, ils ont commencé, voilà, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont commencé vraiment, vraiment tard. Et au final, c'est une passion surtout, je pense, qui se transmet par les parents. Et c'est à ce moment-là où vraiment, on va dire, tous les grands pilotes qui ont été champions et qui sont actuellement en MotoGP, ils ont commencé plus ou moins à cet âge-là. Tu conduisais des T-Max à 5 ans. C'est comment tu peux tenir un T-Max à 5 ans? C'est lourd. C'est lourd. J'avais mon père qui était derrière. Et mes grands-parents avaient une maison de campagne à 45 minutes. Et je ne supportais pas être derrière. Donc mon père me mettait devant. Et au bout de 5 minutes, après, c'est moi qui voulais conduire. C'est vrai? Et voilà, mon père devait me freiner parce que déjà, je voulais aller beaucoup trop vite sur la route. Et ouais, voilà, à l'âge de 5 ans, ouais, je conduisais déjà les T-Max. Il y a des photos de... Alors, si vous nous écoutez en podcast audio, parce que vous pouvez nous regarder sur YouTube ou en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, etc. Je vous montre une photo pour ceux qui nous regardent en vidéo et je vous incite à aller voir, sinon les autres. Il y a une photo de toi quand tu as 7 ans, tu es avec... c'est des motos, c'est des vraies petites motos, comme des motos GP en plus petites, quoi. Ah, exactement, à cet âge-là, c'était une moto où je touchais pas les pieds par terre. En fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est mon père qui me tenait avant de partir. Et après, voilà. Il lâchait quand tu partais, quoi. Il lâchait quand je partais. Et voilà, donc même quand je faisais les premières courses, je pouvais jamais partir devant parce que je touchais pas les pieds. Donc je partais derrière, je partais dernier, mon père me tenait. Et après, voilà, je devais faire la course. Mais c'était des bonnes anecdotes. À 7 ans, quand tu es père, t'as pas envie de voir ton fils sur une moto. Ça va à combien une moto comme ça? T'allais à combien à 7 ans? À 7 ans, c'était surtout sur des petits circuits, mais je pense que voilà, 120, 130 déjà, ça... C'est vrai? Ouais, ça peut aller à cette vitesse. Ah waouh! T'es papa, t'as peur quand même. Non, il est pas peur ton père? Mon père, ça va, mais ma mère, encore maintenant, elle arrive toujours pas à regarder les courses, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour elle, mais bon, ça fait partie du job. Hein. Putain, 120, 130, c'est fou. Comment vous payez ça au départ quand tu sais ton papa il n'avait pas l'argent pour lui pour le faire à l'époque et tout? Comment vous faites pour financer, pour trouver de l'argent pour faire des saisons comme ça, pour s'entraîner? Alors à cet âge-là, c'est vrai que déjà c'est un budget. Bien sûr, c'est assez compliqué de trouver des sommes d'argent comme celle-ci. Après, à ce niveau-là, c'était assez raisonnable. Après, c'est sûr que voilà, quand on commence à 12, 13 ans, j'ai commencé déjà à avoir quelques sponsors qui m'aident. Et ensuite, on arrive dans une catégorie qui est même le championnat d'Espagne, dans une catégorie qui est assez basse. Le budget, c'est minimum 100, 150 000 euros. Mon père, à ce moment-là, par an. Okay. Et au final, mon père me dit, je peux pas. Bah non, c'est 15 000 euros par mois. Ouais, c'est impossible. Et ensuite, j'ai eu un sponsor qui a payé la totalité de cette somme. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai gagné dès la première année. Et ensuite, c'est là où vraiment pas mal d'équipes pratiquement toutes les équipes sont venues me voir. Et c'est là où ça commençait vraiment à se lancer. Mais avoir un budget déjà de se lancer, putain, pour se lancer, ouais. 100, 150 000 euros, et t'es même pas sûr d'y arriver, c'est assez compliqué. Donc franchement, j'ai eu la chance. Et aussi, voilà, quand j'étais petit, je gagnais pas mal de championnats que j'ai fait. Oui, tu étais bon direct en fait. Exact. En réalité, c'est ça. Ils ont senti un potentiel réel, quoi. Pourquoi tu pars faire le championnat espagnol alors que tu habites à Nice? Alors, en France, il y avait 7 pilotes. C'était 7 pilotes. On ne pouvait pas faire de départ arrêté. Pour faire vraiment des vraies courses, il fallait avoir 12 à 14 ans. OK. Et en Espagne, il y avait 50 pilotes. On pouvait avoir 7 ans, on pouvait commencer à faire des courses. 7 ans? 7 ans. Et le niveau était extrêmement haut. C'est pour ça qu'en ce moment,
voilà, les pilotes sont ou espagnols ou italiens, c'est là où ils ont les meilleurs championnats. Et c'est pour ça qu'on est parti en Espagne, parce que le niveau était très haut. T'es de quelle origine, toi? Fabio Quartararo, ça sonne. C'est mes grands-parents qui sont siciliens, italiens. Donc voilà, c'est d'origine italienne. Là, tu pars faire le championnat donc à 14 ans, tu vas en Espagne, etc. C'est en 2013. Et tu vas le gagner, le championnat. Ça s'appelle Moto 3, c'est ça? C'est ça. Tu vas gagner. Tu sens que tu es bon. Ton père, il est hyper fier, j'imagine, quand il te voit gagner. Comment ça se passe? En fait, déjà, le championnat d'Espagne, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, dans vraiment des petites catégories. Mais c'est vrai que ce championnat, c'est la meilleure école pour rentrer au championnat du monde. Et au final, il n'y a jamais un pilote qui a gagné ce championnat dès la première année. Et on a réussi à le faire. Et c'est assez impressionnant parce que tous les pilotes qui sont arrivés vraiment en MotoGP, ils sont passés par ce championnat. Et en ce moment même, ça a changé il y a quelques années, ils appellent ça le championnat du monde junior. Parce que c'est la meilleure école pour arriver. Et bien sûr, c'était des moments magnifiques. À quel moment tu commences à gagner ta vie, à pouvoir en vivre? Sans donner de somme, on s'en fout, c'est pas le but de l'émission, mais à quel moment tu peux arriver à en vivre? À quel âge à peu près? Allez, 17 ans. 16-17 ans, c'est là où je commençais vraiment à gagner de l'argent avec mon équipe, avec des sponsors. Et surtout, voilà, je pense que la majorité des pilotes à cet âge-là ne gagnent pas vraiment leur vie, mais avec le passé que j'ai eu vraiment à gagner très tôt, on va dire, de gagner les 2 championnats d'Espagne d'affilée. Voilà, je pense qu'à cet âge-là, déjà, on m'a mis un petit peu trop haut, je pense. Et c'est pour ça que voilà, les équipes ont vraiment voulu me signer déjà à cet âge-là. Là, une photo de toi à 16 ans qu'on affiche là sur l'écran. C'est quoi ton rêve à ce moment, quand tu as 16 ans? Tu veux faire quoi? Le rêve, quand on est pilote déjà de Moto 3 en championnat du monde, c'est d'arriver en MotoGP. Arriver en MotoGP, avoir la sensation. Parce qu'au final, quand on court en Moto 3, c'est les mêmes courses que le MotoGP. Donc déjà, quand on est en Moto 3, on termine de faire nos séances et on peut aller voir les MotoGP. Et c'est le rêve ultime de chaque pilote, de voir la vitesse où ça va, les chronos, les bagarres. Donc à ce moment-là, c'est d'être juste en pilote GP, MotoGP. quoi. Ouais. Mais tu avais un pilote qui te donnait envie, tu te disais tiens, je veux être ce mec-là, ou j'ai envie d'avoir la carrière de ce mec-là? C'était Valentino Rossi. C'était le plus grand pilote, lui? Pendant des années. Hein. Ouais, c'était le plus grand pilote et surtout, c'est la personne qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, on va dire. Parce que voilà, quand j'avais 5-6 ans, c'était une passion. Mais ensuite, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à voir les courses. Et j'ai dit, je veux faire ça. Je veux vraiment faire ça. Et au final, voilà, on va pas dire c'est lui qui m'a donné vraiment l'envie d'être pilote MotoGP, mais c'était mon modèle quand j'étais jeune. Oui, c'est comme un Mbappé, dans sa chambre, il avait des posters de Ronaldo, etc. Quoi. Voilà, exactement. C'est les grands quand tu es encore dans ta chambre d'ado, quoi. C'est ça, et j'avais même des posters de lui. J'avais même un poster en carton à taille réelle. Ça faisait la taille de ma chambre. Il y avait t'avais sa silhouette et tout, là, c'est vrai? Exactement. J'avais la moto, j'avais tout, mais tout en carton. Donc, non, c'était assez marrant. Tu l'as rencontré? Ouais. Je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans. C'était vraiment très rapide. À l'époque, ouais. Ensuite, à 14 ans. Et en 2021. Quand tu as gagné le championnat du monde? Quand j'ai gagné, en fait, l'année d'avant, moi, j'étais dans l'équipe satellite et lui dans l'équipe officielle. Et au final, Yamaha ont fait un pari et m'ont mis dans l'équipe officielle. Et Valentino Rossi est parti dans l'équipe satellite. Donc, au final, on a échangé de place. Tu as pris sa place, en gros? Donc, j'ai pris sa place dans Yamaha officielle. Donc, même en termes de pression, c'était quand même assez lourd parce qu'ils ne voulaient pas arrêter. Mais Yamaha officielle voulait me mettre dans l'équipe officielle. Donc, vous avez pu échanger quand même? Vous avez pu discuter? On a pu discuter, surtout voilà, quand je suis arrivé la première année, il a le double d'années de que toi. moi. Ah, il est 2 fois plus vieux? C'est-à-dire que je suis arrivé à 19 ans en MotoGP et il avait 38, 39. Et c'était à ce moment-là où voilà, on fait la première conférence de presse ensemble. Il dit « Oui, je pourrais être son père ». Et au final, c'est vrai. Mais c'est quand même impressionnant déjà même pour moi, c'est un pilote qui a fait plus de 20 saisons en MotoGP. Moi, j'arrive, je suis là. C'est assez stressant pour une première conférence d'être avec lui. Et donc, tu as gagné. Donc, c'est un pari qui est réussi pour Yamaha. Ils te mettent et tu vas devenir champion du monde donc en 2021. Il y a des photos de toi. Comment tu le vis avec ton père?
Bah, Qui t'a poussé depuis le début. Tu vois. Bah, c'était incroyable parce qu'au final, en 2019, on a fait une très belle saison. L'année d'avant, je gagne mes premières courses. Et là, c'est vraiment la saison où on est vraiment performant, où on sent vraiment que le titre arrive et que le vivre avec ma famille, avec mon père, que voilà, au final, c'était son rêve. À lui, À au lui. départ. Ouais, c'est fou. Il le vit par toi. Et il le vit par moi et je pense que ça lui fait encore plus plaisir. Ouais, je comprends. Et c'était vraiment un moment magique et surtout de voir que voilà, on va dire la quantité d'émotions qu'on peut donner à des personnes, parce que c'est moi qui étais champion au final, c'est incroyable de voir voilà, mon frère, mon père, ma mère, mes amis vraiment avoir autant d'émotions. Et c'était un moment magique. On a fait la fête pendant 10 jours. C'était incroyable. Quand tu arrives à être champion du monde comme ça, est-ce que tu as d'autres rêves Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives à. Tu sais, tu atteins ton objectif ultime, tu peux pas faire plus haut. Tu disais que c'était la plus grosse catégorie de moto, tu as le plus grand prix et tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors sincèrement, les premières 48 heures, on a fait la fête, on n'a pas arrêté. Mais direct après, je me suis remis à l'entraînement. Il restait encore 2 courses dans la même saison, j'étais champion de 2 courses avant. Mais l'objectif, c'était de redevenir champion du monde. Et clairement, pour moi, C'est tellement fou, tu veux refaire. tu as une émotion tellement haute, tu es tellement content de voir autant d'émotions qu'au final, tu n'as plus envie de redescendre. Tu as toujours envie d'être devant. Et pour moi, c'est encore plus qu'un rêve. C'est un objectif personnel. Et c'est pour ça que voilà, c'est pas parce que j'étais champion du monde que bon, ça y est, j'ai réussi, j'ai accompli mon rêve. Non, je veux continuer et je veux être au plus haut niveau jusqu'à la fin de ma carrière. C'est quoi ta vie de sportif? Parce que c'est de l'entretien, j'imagine, du sport, beaucoup, etc. Est-ce que, à un moment donné, tu es dans une routine où tu fais que ça, que travailler? Tu es obligé d'être hyper rigoureux? Sur le travail, je suis vraiment, vraiment rigoureux. Je sais que voilà, c'est les petits détails qui font la différence. Mais ensuite, voilà, après, dans la saison, tu as des petits moments où on a un petit peu de break, où on peut en profiter. Et je pense que c'est important parce que je pense que chaque pilote ou chaque athlète ou chaque personne sont différents. Je sais que j'ai besoin aussi des moments où il faut que je m'amuse avec mes amis. Je ne dis pas de faire la fête tous les week-ends, mais voilà, une fois de temps en temps, je pense que ça fait du bien de sortir un petit peu de cette routine. Et je pense que c'est important, mais en tout cas, ouais, dans le travail, quand il faut vraiment s'entraîner, peu importe l'heure, c'est le plus important. Est-ce qu'on est seul quand on est tout en haut? Est-ce que tu as ressenti ça? Il y en a plein qui ressentent ça, des comédiens qui vont exploser, ou ils se retrouvent un peu seuls, ou des chefs d'entreprise d'un coup qui montent, etc. Est-ce que tu as eu cette solitude du haut du panier? Au final, seul, non, parce que j'ai toujours, voilà, j'ai mon entourage qui est avec moi. Mais ensuite, il y a pas mal de choses où je me pose les questions à moi-même. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler, surtout avec mes gens proches. Quand j'ai, on va pas dire des problèmes, mais des questions un petit peu que j'ai envie de parler, je suis allé voir par exemple un psy pour parler un petit peu de choses professionnelles et personnelles. Mais j'ai plus la facilité de parler avec quelqu'un que, entre guillemets, que je ne connais pas et que je sais qu'il peut me donner son avis extérieur que de parler avec la famille. Ouais, tu vas être plus pudique, bien sûr, de parler. Ça, c'est beaucoup de gens. Hein. Parce que tu vas avoir du mal à rentrer dans une discussion profonde, même avec tes proches, etc. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Avec mon meilleur ami, c'est avec la personne que je parle le plus qu'avec ma famille, parce que je me sens gêné, je ne me sens pas à l'aise de parler de ce genre de choses. Et au final, avec mon meilleur ami, c'est avec la personne que je reste le plus, parce que ma famille, je ne la vois pas énormément, parce qu'au final, je voyage énormément avec la moto. Mon meilleur ami travaille avec moi, donc on se voit tout le temps pratiquement. Et c'est avec la personne où je peux parler le plus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où même si on vit un rêve d'être dans ce métier-là, on a toujours des questions, on a toujours ces petits trucs à l'intérieur de soi-même que... Oui, les craintes. Voilà, les craintes qu'on a. Et je pense que c'est assez spécial et c'est toujours bien d'avoir une personne à qui parler. Ah, obligatoire.
Parce que tu te retrouves, tu dis tu voyages beaucoup, mais quand tu pars faire des circuits, j'en sais rien, des grands prix à droite, à gauche, sur des circuits très loin, tu es tout seul à l'hôtel le soir ou avec ton pote, mais du coup, tu n'es pas en famille. Ça doit être difficile finalement, comme des gros DJ qu'on a reçus mondiaux qui disent que le soir, ils se retrouvent seuls à l'hôtel, quoi. Bah, c'est pour ça que voilà, il y a déjà plus de 6 ans, j'ai demandé à mon meilleur ami s'il voulait travailler avec moi. Et ça a un peu tout changé parce qu'au final, quand on est voilà, dans voilà, à l'hôtel ou sur un circuit, au final, sur un circuit, oui, on a le travail qu'on doit faire, les interviews, les réunions. Mais au final, on a pas mal de temps libre. Et au final, si on passe le temps libre tout seul, oui, c'est bien beau, tu as tes écouteurs et tu fais rien d'autre. Que là, on peut faire plein de choses. On peut manger au restaurant voilà, entre amis. Et je pense que c'est un moment assez cool. T'as eu des périodes comme ça? T'es parti habiter en Andorre, Andorre-la-Vieille, au Pas de la Case? Non, Pas de la Case et Andorre-la-Vieille, c'est ça? Voilà, exactement. Pas de la Case, c'est l'entrée. Pas de la Case, c'est où il fait le plus froid. Faut pas trop y aller. C'est la station de ski, non? C'est C'est ça, ça, exactement. Quand tu arrives là-bas, tu connais personne? Non, je connais personne. J'étais dans mon appartement qui était juste à côté de la salle de sport. Et ma routine, c'était ça. Je me levais, j'allais à la salle, je rentrais chez moi, je jouais à la play. Je mangeais, je retournais à la salle. Et au final, c'était la routine que j'avais. Donc les 2 premières années, c'était assez compliqué. Maintenant, c'est une vie que j'adore parce qu'on voilà, on a notre groupe d'amis, on peut faire pas mal de choses. Tu t'es fait des potes petit à petit, c'est normal. Les premiers mois, tu connais personne, c'est chaud, quoi. C'était très chaud. Mais au final, je pense que voilà, ça m'a fait aussi grandir quand on part vivre, entre guillemets, tout seul. À l'âge de 18 ans, je pense que voilà, ça te fait penser à pas mal de choses. Tu jouais un peu à la console et tout, tu me disais tout à l'heure, tu t'occupais un peu à la... Tu jouais à quoi? Surtout pendant le confinement. Ouais, je me connectais, j'étais tout seul pendant le confinement. Voilà, je me connectais avec mon frère, avec des amis sur Fortnite, sur Call of. Mais je pense que j'ai passé tellement d'heures pendant le confinement À jouer? à jouer que ça fait des années que je joue plus à la PlayStation. J'ai passé des... Ça t'a dégoûté de la... Je pense que ouais, je faisais 3 à 4 heures par jour, mais après, au bout d'un moment... Ouais, t'en peux plus. Ouais, c'est par période. Moi, je joue par période. Il y a des moments où je joue avec des potes et tout, des gens de l'équipe sur PUBG mobile, même, tu vois, pour pouvoir jouer le soir et tout machin. Et puis, il y a des moments où je joue plus, on est écœuré, quoi. Bah, c'est là, j'en pouvais plus. Au final, c'était un moment assez marrant parce qu'au final, on s'amusait dès qu'on se levait le matin. C'était la première chose qu'on faisait. Mais je pense que voilà, j'ai passé tellement d'heures que je veux même plus en entendre parler. Est-ce que tu te fais des plaisirs quand tu travailles des années difficiles, tu vois, enfin de manière hard, tu pars habiter en Andorre, enfin, c'est un vrai sacrifice aussi, c'est-à-dire que tu vois moins ta famille, tu le disais. Est-ce que quand tu commences à gagner ta vie, tu t'es fait des plaisirs? Des plaisirs, oui, et au final... Des trucs dont tu rêvais avant, quoi. En tant que passionné de voiture, oui, c'est sûr que quand j'ai signé mon premier contrat, je me suis acheté vraiment la voiture de mes rêves. C'était un moment assez spécial parce que voilà, je travaille très dur pour ce que je fais et au final, c'est des plaisirs que je me suis fait. J'ai eu la chance de le faire. Mais si toi, tu ne le fais pas, c'est-à-dire que quand tu arrives à devenir champion du monde de ta catégorie ou à exploser dans ton domaine quand tu travailles, personne ne pourrait le faire. Donc, heureusement qu'il y a des mecs qui puissent le vivre. Tu vois, et puis ça fait rêver, ça donne envie aussi. Et aussi, c'est chaque plaisir a quelque chose en commun. C'est-à-dire, le jour où je me suis acheté vraiment ma première voiture de mes rêves, c'est parce que j'ai signé mon premier contrat en MotoGP quand j'étais champion du monde. Donc, bien sûr qu'il faut vraiment se faire plaisir. Mais ça, je me fais pas de soucis pour ça. C'était quoi la voiture de tes rêves? C'était une Ferrari, une F8. Je vous la mets en photo, qui s'affiche à l'image. Et à ce moment-là, voilà, j'ai eu la petite larme qui coulait. C'est vrai? Ouais, ça m'a fait quelque chose parce qu'au final, je viens d'une famille qui est pas riche et arriver à ce stade-là, à les rendre fiers et à pouvoir me faire ce plaisir, c'est quand même incroyable. T'es allé voir qui avec la voiture quand t'es sorti du garage? J'étais avec mon meilleur ami. On allait en camion. En camion? Parce que voilà, à ce moment-là, j'avais pas non plus des voitures de luxe, entre guillemets. On arrivait en camion devant le concessionnaire. C'était un petit van où... Ah oui, t'es arrivé en van. Mon van d'entraînement. Et voilà, il restait 150 km pour rentrer chez moi. Et voilà, mon pote est reparti avec le van chez moi. Et moi, je suis parti avec... Tu l'as laissé rentrer en van. Ça va, il y avait 2 heures de route. Mais en tout cas, non, c'était... T'as mis de la musique?
T'es monté dans la cage, t'as vu... Non, t'as écouté non, le même moteur. pas. Bah non, ça sert à rien. J'ai écouté le moteur et c'était... Voilà, j'ai la petite larme qui coulait, mais c'est Est-ce que c'est t'as incroyable. hurlé dans la voiture en roulant en disant- Ah ouais, j'ai tout fait. Tout ce qui était possible, je l'ai fait à ce moment-là. La première demi-heure, j'étais comme un gosse. Ouah, incroyable. Et t'es allé voir tes parents tout de suite, tu l'as montré ta voiture? Non, parce que mes parents étaient sur Nice et j'étais en Andorre. Ah, tu l'as acheté en Andorre, d'accord, ok. Et, ok. et au final, voilà, ils sont venus quelques mois après me voir et ils l'ont vu. Mais pour moi, c'était une satisfaction aussi de réussite et de voir que voilà, j'ai eu le plaisir de me faire ce Ce cadeau, quoi. T'arrives dans le garage, t'éteins le moteur, tu restes dans la voiture et tu la regardes, non? Ah, ben la première fois, surtout, j'avais envie de dormir dans le garage parce qu'au final, c'était incroyable et c'était pas une voiture pour sortir tous les jours parce que c'est pas à l'aise, mais à ce moment-là, je la prenais pour faire un tour dans la ville, n'importe quoi. Ouais, juste pour tourner avec, quoi. Juste pour me faire plaisir et voilà, c'était quelque chose de cool, surtout les premiers jours. Ah bah c'est bien, t'as raison. Et est-ce que t'as fait un cadeau à tes parents? Est-ce que t'es allé faire une surprise à tes parents? Est-ce que tu les as emmenés en vacances? Est-ce que t'as fait un truc pour leur faire plaisir quand t'as signé ça? Ben, c'est plus qu'une chose, c'est plusieurs choses. Pour moi, ils ont tout donné pour que je sois... Pour toi, ouais. Pour moi, donc chaque chose que je peux faire plaisir à mes parents, je le fais, des voyages. Voilà, j'ai fait cadeau une voiture à mon père il y a déjà quelques années. Mais il ne veut même pas l'utiliser parce qu'il ne veut pas la C'est donner. vrai? Ouais. Mais au final, c'est incroyable parce que je lui dis, mais utilise la voiture. Non, parce qu'après, il y a la poussière, etc. Je dis, mais c'est fait pour ça. Et au final, il roule avec un C15, une voiture, Ouais, c'est la voiture de... de travail. Ouais, c'est une voiture de trait. Et voilà. C'est quoi que tu l'as acheté? Je lui ai acheté une BMW M3. Mais voilà, je pense que j'ai dû faire beaucoup plus de kilomètres, moi, que lui avec. C'est vrai, ah ouais, il la laisse dans le Il garage. la laisse dans le garage, il ne veut pas la toucher, elle est bâchée. Ah, elle est bâchée. Ah ouais, bon, Donc voilà, plus qu'un plaisir, je pense que voilà, quand il y a des choses qui peuvent leur faire plaisir, je le fais. Est-ce qu'on apprend à bien gérer son argent quand on en gagne pour pas faire de bêtises? Oui, et surtout avoir l'entourage qui Profite pas ou qu'il y ait des gens qui essayent de se greffer? Exactement, mais après, voilà, moi j'ai un entourage assez serré. Je sais que voilà, le jour où tu commences à gagner vraiment bien ta vie, malheureusement, il y a plein de personnes qui arrivent te voir parce que tu Des nouveaux gagnes. amis, des nouveaux Voilà, amis. exactement. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne savais même pas vraiment ce qu'ils voulaient. Mais je pense que voilà, j'ai eu pas mal d'expérience et j'ai appris vraiment à gérer les nouvelles personnes. Mais bien sûr que voilà, même quand j'ai vraiment commencé à gagner ma vie, à chaque fois que j'achetais quelque chose, j'appelais mon père, ma mère, mon frère, mon meilleur ami. T'en penses quoi? Je pouvais le faire largement. Mais il fallait que j'aie l'accord de tout le monde, la validation. Voilà, exactement. Et je pense qu'en venant d'un entourage et d'une famille qui est pas riche, c'est surtout ça qui m'a vraiment aidé. Ouais. Moi, j'ai aucune notion. Et sans donner de chiffres, ça m'intéresse pas toujours pareil. Mais quand tu dis on gagne bien sa vie en MotoGP, c'est comme un joueur de foot, par exemple, comme un joueur de tennis. C'est plus, c'est moins. Tu sais, pour donner une idée pour ceux qui connaissent pas le milieu. Ça dépend des pilotes. Même si c'est dans la même catégorie, il y a des personnes qui peuvent gagner de 200 000 euros à pratiquement 20 millions. Par an, tu parles? Par an. Donc il y a vraiment une différence qui est énorme. Et voilà, donc c'est aussi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le palmarès, la notoriété, l'image du pilote. Et voilà, ça peut aller crescendo ou l'inverse. Oui, c'est ça, ou décrescendo. Voilà, exactement. Est-ce que ta famille te dise, ça c'est des discussions qu'on a parfois, tu sais, quand tu es un grand sportif, tout le monde te dit que tu es génial, ou un artiste d'ailleurs, quand tu as des albums qui sortent et que ça marche, tout le monde te dit que tu es le meilleur. Mais est-ce qu'on ose te dire, est-ce que ta famille, ton meilleur pote, c'est quoi son prénom? Tom. Tom, que je n'appelle pas juste ton meilleur pote. Est-ce que Tom, par exemple, va te dire, attention, là tu déconnes, ou non, ou lève-toi plus tôt, va t'entraîner? Est-ce que tu vois, ils te disent toujours ton entourage quand même ce qui ne va pas? J'ai un entourage qui est, comme j'ai dit, assez petit. Et c'est surtout pour ça que j'aime pas que les gens me parlent et me disent que des bonnes choses. Au final, moi, je veux entendre la réalité. Si je fais n'importe quoi, j'ai envie qu'on me dise que je fais n'importe quoi. Sur le travail, c'est quelque chose que, sincèrement, c'est plutôt dans l'inverse. Je travaille des fois beaucoup
trop, je récupère pas assez. Et c'est surtout Ah oui, te dire calme-toi un peu. qu'on doit me calmer. Mais c'est sûr que mon entourage, la première chose que je veux, c'est qu'on me dise la vérité. Et au final, j'ai pas envie qu'on me dise t'es le plus beau, t'es le plus fort, etc. Et si je fais n'importe quoi, j'ai envie qu'on me dise écoute, là, tu es en train de déconner. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tout le temps les mêmes personnes depuis pas mal d'années à côté de moi. La notoriété, quand ça arrive et qu'on te reconnaît dans la rue, il y a beaucoup de fans de moto GP. Toi, tu es suivi par 2,3 millions, non, je crois, sur Insta. Voilà, à peu près. Est-ce que tu tombes sur des ultra fans tu sais, on a du mal à se rendre compte aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien le milieu. Est-ce que tu as vraiment des fans un peu fous qui viennent te voir? Est-ce qu'ils essayent de rentrer chez toi? J'en sais rien. Sincèrement, oui. Je ne pensais pas autant parce qu'au final, la moto, c'est un sport qui n'est pas non plus super connu. Mais c'est vrai que dans les dernières années, c'est monté vraiment en puissance. Mais c'est vrai que voilà, surtout les premières années, ça m'a fait bizarre d'avoir des personnes qui me demandent des photos dans la rue, qui me prennent en photo sans que je le sache, etc. Et au final, c'est monté crescendo. Mais je pense qu'on s'habitue un petit peu à tout. Mais c'est à ce moment-là, pour moi, c'était bizarre de voir même des enfants pleurer quand moi, je me suis dit, voilà, je suis quelqu'un de normal. Et ça m'a fait souvent des émotions de voir voilà, des enfants ou même des adultes. Sincèrement, c'est incroyable de voir l'émotion qu'on peut donner à certaines personnes. On parle de la vie privée et tout, mais c'est quelque chose, tu disais, les gens ils te prennent en photo à leur insu. Toi, tu arrives à le supporter? Ça va, je ne suis pas non plus un footballeur de très haut niveau. On voit, voilà, la moto est quand même en dessous. Mais oui, c'est quelque chose qui me dérange pas vraiment. Donc voilà, il faut s'habituer. Après, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont un petit peu plus délicats que d'autres. Mais ça va, je m'y suis fait. Tu es copain avec d'autres sportifs de haut niveau? Est-ce que je sais que j'ai vu des photos de toi avec Esteban Ocon, en tout cas que tu vas peut-être croiser, j'imagine que vous vous invitez à venir voir l'un, l'autre, tu as déjà dû peut-être aller voir de la F1, etc. Tu es pote avec Mbappé? Il y a des articles dessus, on ne sait pas trop. Non, on a passé pas mal de moments ensemble. Voilà, je ne l'ai pas vu non plus une fois par semaine, mais voilà, on est resté 3-4 fois ensemble. On a passé des moments, mais voilà, ça c'est aussi une partie de mon sport qui m'a fait découvrir pas mal de sportifs que j'imaginerais jamais. Tu t'imaginais pas rencontrer Exactement, que Neymar m'invite sur un match de foot quand j'avais 20 ans. Qu'on aille au resto ensemble, etc. C'est des choses que je ne m'attendais pas. Et au final, c'est des rencontres que même peuvent te faire grandir comme athlète et de voir des exemples d'autres sports. Mais oui, c'est sûr que c'est surtout ça qui m'a fait vraiment bizarre sur les premiers moments où j'ai commencé vraiment à faire de bons résultats, de voir la quantité de sportifs qui me tendent les bras, que j'ai pu rencontrer dans pratiquement tous les sports. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le plus de moments, me dire c'est ouf que quelqu'un comme ça peut savoir qui je suis, entre guillemets, tu vois. Et pour moi, ça m'a fait quand même un impact assez grand. Avec Alex Rins, vous êtes les deux pilotes de l'écurie Yamaha, on va reparler de lui après. Est-ce que c'est la compétition, pas avec lui, mais avec les autres pilotes évidemment, mais est-ce que hors championnat, est-ce qu'il y a des amitiés qui se font? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous connaissez? Ou est-ce que c'est plutôt cordial, juste bonjour, au revoir? C'est assez compliqué. Avec mon coéquipier, j'ai une très bonne relation, mais entre guillemets, c'est assez compliqué parce que j'ai du mal à séparer aussi le professionnel et le personnel. J'ai tellement cette envie de gagner que même dans la vie privée, je m'imagine tellement de choses sur la piste, etc., que j'ai toujours cette mentalité de compétiteur. Et il y a avec vraiment pas beaucoup de personnes que j'arrive à séparer ça. Avec lui, j'y arrive, mais je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 que j'arrive à faire ça, sinon c'est très cordial. Voilà, exactement. Il y a du respect, mais il n'y a pas vraiment d'amitié. Est-ce que tu peux prendre des vacances quand tu es pilote de MotoGP à ce niveau-là? Est-ce que tu arrives à couper? J'arrive à couper surtout j'ai une semaine en été où je peux vraiment couper. Mais je suis quelqu'un d'assez hyperactif. C'est pas beaucoup une semaine en été? Non, c'est pas énorme. Non. C'est pas énorme.
Mais semaine, c'est quand même- je coupe vraiment. C'est-à-dire, Ouais, je fais vraiment ce que je veux. Mais par exemple, en hiver, je pourrais me prendre des vacances un peu plus longues. Mais je suis quelqu'un de tellement hyperactif que j'arrive pas à rester sans m'entraîner, sans avoir un peu ma routine. Mais c'est vrai qu'en été, c'est le moment où j'arrive vraiment à couper totalement. Ça dure combien de temps une course de MotoGP? Ça dure 45 minutes. 45 minutes? 45 minutes la course du dimanche. Physiquement, tu t'es rincé, j'imagine, après, entre déjà physiquement, parce que tu as les jets, les accélérations, les freinages, tout, bref, la concentration, tout ça. Tu perds beaucoup d'eau. Ça dépend de la température qu'il fait sur le circuit ou l'endroit où on est. Mais oui, pendant le Covid, on a dû commencer les courses en juillet dans le sud de l'Espagne. Et il faisait 45 degrés. 45 degrés avec le ressenti de la moto et la combinaison, c'était à plus de 60. Donc voilà, en une course, en 45 minutes, on a perdu plus de 2 kilos. Mais en général, oui, c'est 1 kilo d'eau qu'on perd pendant une course de MotoGP. Bon. Est-ce que tu arrives à... Ça va très très vite la moto. Est-ce que tu arrives à penser à autre chose? Est-ce que ça t'arrive de penser à je sais pas, une relation amoureuse, à un chien, si tu as ton chien, j'en sais rien, tu vois, ou un chien ou un chat? Est-ce que tu arrives à penser à autre chose quand tu roules? Est-ce que tu as des bribes où tu peux pas, tu n'as pas une seconde pour penser à autre chose? Alors ça dépend des moments. Quand on est vraiment en bagarre, on ne pense à rien. Mais ma première victoire, j'avais pas mal d'avance sur le deuxième. Ouais. Et je pensais vraiment à des choses mais ridicules. À qu'est-ce que je pouvais manger le soir, qu'est-ce que je pouvais boire après la course. Et c'est des choses qui te passent derrière la tête. Et ça arrive à plein de pilotes. Mais c'est des choses qu'on ne doit pas du tout penser à ce moment-là. Mais c'est tellement long qu'au final, tu as plein de choses dans la tête. Et c'est dur de rester concentré. On voit plein d'images, que voilà, surtout la première victoire où voilà, je pensais quand j'étais jeune, quand c'était mon rêve de gagner ma première course. Et au final, tu penses à plein de choses. Après, quand tu es en bagarre, tu penses vraiment à rien. Mais à ce moment-là où tu es seul et que tu sais que ta course est faite, c'est très compliqué. Et puis en plus, il ne faut quand même pas faire d'erreur. Même si tu as de l'avance, tu sais qu'une erreur, c'est fini. Exactement, et c'est super facile de faire une erreur parce qu'au final, je ne vais pas dire que ça se joue au centimètre près, mais freiner 3-4 mètres plus tard, bah, ça peut te faire une erreur et te faire perdre la course. Donc c'est là où vraiment il faut rester concentré. Tu dis dans une interview sur la moto, je deviens un tueur. Tu n'as aucune pitié? Non, j'ai aucune pitié. Sincèrement, c'est même avant la course, c'est-à-dire sur la grille, je reste souvent sans le casque. Je mets mon casque vraiment à la dernière minute, mais je change de personnalité. C'est-à-dire quand je mets le casque, je suis une autre personne. Et au final, c'est ça qui m'a fait réussir dans le sport parce que j'ai aucune pitié et je sais que je ferai tout pour que je réussisse. Et malheureusement, je sais que ça pourra faire peut-être du mal aux autres pilotes. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que… Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ce n'est pas un sport collectif. Pour moi, mon équipe, c'est vraiment ma team, la marque avec laquelle je roule. Mais si je dois faire tomber quelqu'un pour gagner, ben, je le fais. Est-ce qu'on pense au risque à chaque fois? Tu disais ta maman ne regardait pas, tout à l'heure tu m'as dit ça, elle ne regardait pas, elle a toujours peur et tout ça. Toi, est-ce que tu y penses ou c'est acté maintenant et tu sais que c'est dangereux et tu n'y penses plus, entre guillemets, avant une course? On le sait qu'il y a des risques de se faire très mal, de mourir. Mais au final, si on a peur, il faut mieux arrêter parce qu'on roule avec une crainte. Et au final, on va à des vitesses que si on n'est pas concentré à 100% et on ne croit pas en soi-même, c'est compliqué. Donc, je sais le risque, je sais ce qui peut se passer. Tu es conscient, quoi. Voilà, je suis conscient des risques qu'il y a dans la moto, mais au final, c'est le sport que j'ai choisi. L'adrénaline que j'ai sur la moto, c'est la meilleure chose que j'ai de vivre ça. Et au final, c'est acté. On sait qu'il y a tel risque dans ce sport. Ton père, il regarde en direct ou pas? Ouais. Mon père, il regarde en direct. Et ta mère, non? Ma mère, elle regarde un petit peu en décalé, les chronos, elle regarde un petit peu, mais je pense qu'elle a dû regarder 2 ou 3 courses en direct, mais pas plus. Il y a une photo de toi où ta combinaison s'est ouverte, tu t'es retrouvé torse nu en 2021 pour le Grand Prix de Catalogne. Vous n'avez pas de t-shirt sous les combinaisons pour pas que ça frotte? Je crois que je suis le seul à ne pas mettre de t-shirt en dessous. C'était une raison parce que normalement, c'est des t-shirts en lycra qui sont assez moulants.
et ça me gênait pour faire de la moto. Et à ce moment-là, voilà, ma combinaison s'est ouverte et c'est vrai que les images étaient assez impressionnantes. Aller à 350 km/h et avoir le torse nu, c'était… Moi, j'étais même pas conscient, c'est-à-dire je savais que c'était ouvert. Tu sentais quand même, ouais. Bah, c'était au freinage, quand on freine de 350 et qu'il y a une prise d'air énorme, on sentait que le corps vraiment partait en arrière. Mais j'avais pas conscience du risque. C'est-à-dire ma priorité, c'était de gagner, de terminer sur le podium à ce moment-là, parce que c'était assez difficile de conduire. Mais c'est vrai que voilà, quand tu t'arrêtes et que tu dis, bon, si je tombe et que la combinaison est ouverte, je pense que les risques… Là, c'est autre chose, là. C'est autre chose. Et impossible de s'arrêter pour la refermer, là, c'est foutu. On perd trop de temps. Bah non, On perd trop de temps, il restait 4 tours, donc je me suis dit, bon, écoute, on va… Et se on va déchire terminer. pas à 350 Non. quand elle est ouverte, non? Non, c'est quand même costaud. Ouais, c'est du cuir, heureusement. Pas du simili-cuir. Ça va, j'allais pas terminer totalement torse nu à la fin de la course. Toi, tu t'es déjà blessé? Tu as déjà fait des chutes ou tu t'es fait peur? Ouais, plusieurs. Je me suis fait assez mal. Je me suis fait une grosse blessure au dos, à la main. Bon, après, je me suis cassé un peu de partout, mais les blessures assez graves, c'était le dos et la main. Bien sûr que c'est vrai que sur le moment, ça refroidit un petit peu, mais ma première réaction après m'être voilà, cassé la main, le dos, c'est quand la prochaine fois que je pourrais remonter sur la moto. Ouais, tu penses tout de suite à ça? Ouais, je me suis fait une fracture ouverte où l'os il est sorti des deux côtés. J'avais le sang qui coulait, mais je pensais déjà à ça. Donc c'était pour moi l'envie d'être sur la moto et l'adrénaline, ça passe avant tout, même si voilà, on sait qu'on peut se faire très mal. À la main, j'ai eu 5 opérations, j'ai pas pu vraiment récupérer la mobilité de ma main. Toujours aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est vrai, tu sens. Ouais, je peux pas plier ma main en arrière. Oh la vache! Ah oui, ok. Donc, ah, Et pour la moto, ça te. j'ai dû m'adapter à conduire comme ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu déjà pas mal d'opérations, mais au final, comme j'ai dit, c'est le risque du métier et c'est pas une peur. Tu as fait beaucoup de voyages. Est-ce que il t'est arrivé un truc un peu marrant sur un voyage? Parce qu'à chaque fois, tu visites plein de pays. Est-ce que tu as une anecdote un peu marrante lors d'un Grand Prix? Ah, je pense qu'il y en a tellement que je peux pas vraiment en dire une, mais je pense que voilà, une anecdote, on était à Bali et on était vraiment sur une plage où il y avait personne. Il y avait personne et il y a un ami à moi, il me dit, il y a un mec avec une photo de toi sur la plage. Mais je pensais que c'était une blague parce qu'il y avait vraiment personne. Et il y avait une personne avec ma tête sur un bout de papier. Il voulait que je lui signe. Il est arrivé sur la plage? Il est arrivé sur la plage et il voulait que je lui signe ce bout de papier. Mais à Bali? À Bali, ouais. Putain, c'est fou. Après donc, tes 2 podiums en 2021-2022, tu fais 10e au classement en 2023 et cette année en 12e position. Tu as eu des galères de moto? Ouais, j'ai eu des galères de moto, des galères aussi, je pense, mentales. Parce qu'au final, quand on passe les 4 dernières années à se battre pour le championnat et qu'on se retrouve 10e, ça fait bizarre. On sait que voilà, on se pose même des questions sur soi-même, à se dire, bon, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Et au final, c'est vrai que dans les 2 dernières années, on n'a pas du tout amélioré. Les autres ont fait vraiment un très grand pas en avant. Et on est toujours un peu dans la galère en ce moment, mais je pense que j'ai appris vraiment à rester calme et surtout à essayer d'évoluer la moto de la meilleure façon possible. Mais c'est vrai que mentalement, c'était pas facile. Il faut se remettre en question tout le temps et tu sais pas si c'est toi, la moto, c'est ça, c'est un peu… C'était ça le moment le plus compliqué pour moi, de voir si c'était moi ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est aussi loin comparé à l'année d'avant. Et au final, je pense que voilà, après quelques courses, on voit très bien que voilà, mon pilotage était toujours là. Je me sentais que j'étais vraiment performant et que c'était des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et malheureusement, sur quelques mois, surtout l'année dernière, ça affectait vraiment ma vie parce que je voulais changer tellement de choses. Je voulais faire le métier de plusieurs personnes. C'est moi qui voulais évoluer la moto, de trouver des solutions. Mais au final, je m'occupais de beaucoup plus de choses
que de Tu voulais moi-même. tout gérer, quoi. Voilà, exactement. Et finalement, tu pensais moins à toi. Je pensais moins à moi et je pensais surtout que je pouvais résoudre tous les problèmes. Parce que quand on fait 2 saisons comme ça, où on ne veut pas dire qu'on se sent invincible, mais on a tellement une confiance en soi-même. Avec la moto, on était vraiment un. Et on repasse à plus se sentir bien, à avoir des difficultés, à ne pas faire de résultats. Donc au final, on se pose plein de questions. Et je pense que c'était à ce moment-là où j'ai passé, voilà, je pense, les 6 mois les plus compliqués de ma carrière en MotoGP. Et finalement, aujourd'hui, est-ce qu'ils trouvent des solutions, ne serait-ce que pour la moto, mécaniquement? Là, tu as re-signé chez Yamaha, c'est ça? C'est ça. Jusqu'en 2026, félicitations. Merci. Yamaha, c'est la meilleure écurie, non? Ça fait partie des meilleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la MotoGP, c'est le Graal. C'est une équipe mythique. C'est-à-dire, mon rêve quand j'étais petit, c'était d'aller dans cette équipe parce que Valentino Rossi était dans cette équipe. Mais surtout, voilà, il y a eu des très gros changements. À l'heure voilà, j'étais prêt à partir de cette marque, même si c'était l'équipe de mon rêve, je me sentais prêt à partir. Et Yamaha a fait un très gros changement. Ils ont investi énormément dans le projet, dans prendre énormément de nouveaux ingénieurs. Et même pour la marque, c'est-à-dire pour Yamaha d'être aussi loin, c'est pas bon, même pour leur marché. Et ils ont dit à ce moment-là, voilà, c'est où on arrête, où on revient. Mais malheureusement, on ne peut pas revenir en semaines ou en mois. Je pense que c'est plus en années. Et c'est ça vraiment qui m'a fait prendre la décision de rester chez Yamaha, avoir des réunions avec des personnes qui sont arrivées d'autres marques qui ont fait des très gros projets. C'est ça qui m'a fait vraiment prendre le pas pour re-signer chez Yamaha et rester sur les 2 prochaines années. Donc là, le but, c'est de remonter et de regagner. Exactement. C'est une marque qui a cru en moi quand j'étais, entre guillemets, personne. Ils ont fait vraiment un pari à me faire monter. Ça a marché. On est monté au plus haut. En ce moment, on est au plus bas. Mais on est sur la route pour remonter. Et comme objectif personnel, je veux redevenir champion du monde avec cette marque. Et avec le travail qu'on fait en ce moment, ça va prendre du temps. Je le savais. Mais je sens qu'on peut revenir en puissance. On croise les doigts pour toi. C'est ça, merci. Est-ce que sur les réseaux, tu lis quand tu as des messages, tu as beaucoup de messages d'amour, j'ai regardé sous tes posts, etc. Est-ce que quand tu as des messages de mecs un peu désagréables ou des haters, ça te touche ou tu arrives à plus les lire ou ça te fait toujours un peu J'ai arrêté de regarder, surtout voilà, quand j'avais 16-17 ans. J'ai eu énormément de critiques et surtout ça me faisait plus de peine pour ma mère. C'est vrai? Ouais, que pour moi. Parce qu'au final, il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Mais à cet âge-là, je voyais que ça l'a touché de voir autant de personnes qui me critiquent. Et te critiquer pour quelle raison? Parce que tout simplement, si j'allais par exemple à la plage et que je ne faisais pas de résultats, ils me critiquaient, va travailler au lieu d'être à la plage, ou va faire ci parce que tu fais rien, tu travailles pas. Et au final, choisissais ta vie pour toi, quoi. Exactement. Et au final, le jour où j'étais champion du monde, ce genre de personne, si je mettais une photo à la plage, dit c'est bien, tu prends du temps pour te relaxer. Et je faisais exactement la même chose, sauf que ça marchait pas. Mais maintenant, j'ai arrêté de vraiment regarder. Il y a un pilote qui a été suspendu 4 ans pour dopage, Andrea Lannon, en 2020. Comment est-ce qu'on peut se doper en moto? Sur un vélo, tu sais que les mecs prennent des produits pour voilà, avoir musculairement plus de puissance et plus de cardio. Qu'est-ce qu'on fait en moto pour se doper? La moto, je pense que pas mal de personnes sous-estiment vraiment la forme physique qu'il faut avoir pour piloter une moto. Et je pense surtout pour la récupération. Je pense que pas mal de personnes pourraient faire ça. Il y a un syndrome qu'on a, c'est le syndrome des loges, c'est qu'on se fait opérer vraiment de l'avant-bras. Ah ouais, putain, parce qu'on n'a plus de force dans le bras. Donc ça, c'est une opération qui est légale, bien sûr, pour avoir le muscle qui est beaucoup plus libre et avoir beaucoup plus de place. Putain, j'ai jamais entendu parler de ça, incroyable. Et c'est une opération et tu n'avais pas de problème pour... Exactement. En fait, c'est que la moto est tellement physique et la force qu'on doit mettre sur les freins pour bouger la moto à cette vitesse, ça fait qu'on a le bras vraiment congestionné et qu'on n'a plus de sang qui arrive dans la main. Waouh, ok. Et on se retrouve avec plus de force.
Mais bien sûr un pilote peut prendre, je ne vais pas dire autant qu'un cycliste, mais en ce moment, je pense que ça a vraiment évolué sur la forme physique et vraiment faire attention à avoir la meilleure forme pour piloter une moto. Et tu as senti la différence quand tu t'es fait Je me cette suis opéré opération 2 fois. 2 fois, la première, ça a marché, mais pas aussi bien. Ça t'a enlevé le tatouage Ouais, on voit bien, c'est un nouveau tatouage. Ah, c'est- Et ensuite, je me Et suis dessus opéré aussi, ouais. de l'autre côté. La première, j'ai fait que le bas. Et la deuxième, j'ai dû faire des 2 côtés. Mais ça change tout. Ça change c'est vraiment. Mais évidemment qu'il faut de l'endurance physique, même le sport automobile, il y en a plein qui pensent que c'est pas physique, Exactement. mais en fait c'est super fatigant. C'est super fatigant, mais surtout, c'est que sur le bras gauche, on en a moins parce qu'on gère beaucoup moins de choses. Mais sur le bras droit, on doit être vraiment précis sur le frein, sur l'accélérateur. Le bras est vraiment plié, donc il n'y a pas vraiment de sang qui arrive dans la main. Donc il y a Parce que énormément de choses parce que les bras sont toujours En arrière. pliés et on n'a pas vraiment de mouvement. Et au final, la force qu'on doit faire, c'est assez énorme. Tout à l'heure, tu disais que tu avais re-signé chez Yamaha jusqu'en 2026. Tu as une fidélité pour l'écurie. Comment ça se passe? On est contacté par les autres écuries pour changer? C'est un peu comme en Formule 1, c'est à peu près le même système? C'est à peu près le même système. Mon contrat déjà c'était 2023 et 2024. Et déjà en fin 2023, on a déjà des contacts avec d'autres marques. Donc ça se fait déjà plus d'1 an avant la fin de son contrat. Et ensuite, voilà, à ce moment-là, j'avais les cartes sur la table et j'ai dû choisir mon avenir. Mais c'est vrai que ça se parle déjà pas mal de temps avant. Tu m'as dit tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, mais que tu aimais Yamaha, que tu avais envie d'y rester et que ça te touchait parfois, tu me disais ça en off, que ça te touchait quand les gens pensent que c'est que pour l'argent ou que c'est que de la négociation, etc. Alors que tu as aussi l'amour de la marque et de Yamaha, quoi. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Pour moi, l'arrivée de certains ingénieurs a changé vraiment la donne, de passer à plus croire du tout au projet, à y croire. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Voir la loyauté qu'Yamaha a eu avec moi, c'est-à-dire de croire en moi quand j'étais dans les catégories plus basses. Ils m'ont mis dans une équipe officielle. Il y a la loyauté un petit peu de la marque qui est rentrée en jeu. Et plein d'autres aspects. Je ne vais pas mentir que l'aspect financier Évidemment, est rentré en jeu. Parce que voilà, je pense qu'une carrière aussi de pilote de MotoGP, elle ne dure pas 50 ans. Donc, bien sûr que c'est rentré en compte, mais ça n'a pas été une priorité. Ça a été une conséquence de toutes les bonnes choses qu'il y a eu en amont. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris cette décision. Parce qu'il y a des articles qui annoncent des sommes à 25 millions d'euros par an. C'est dans cet ordre-là? C'est à peu près ça. Mais je pense que voilà, là, c'est mérité. Je pense que voilà, le travail qu'on a fait avec Yamaha sur ces plusieurs années, ça a marché. C'est la 6e année que je suis avec eux. En ce moment, malheureusement, on n'a pas de team privé. Donc je sais que je suis le pilote qui a le plus d'expérience sur cette moto. Et Yamaha croit en moi pour vraiment revenir et remettre la marque au plus haut. Et je pense que voilà, ils ont vraiment misé sur moi et sur le projet. Tu as mis une photo un jour sur tes réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, avec un garçon où tu as ta tête posée sur son épaule et tu t'es fait harceler avec des insultes homophobes en commentaire. Tu as retiré la photo quelques heures après, je crois. Comment ça s'est passé? La photo est restée. J'ai juste désactivé les commentaires à ce moment-là. Tu l'as pas enlevé sur Twitter ou... Non, je l'ai enlevé sur Twitter, oui, c'est ça. mais au final, je me suis dit ça sert à rien parce qu'au final, Ils l'ont enregistré, ils ceux l'ont qui enregistré, veulent. mais de toute façon, pour moi, c'était juste, voilà, c'est un de mes meilleurs amis. On passe des moments incroyables ensemble, mais je pense que voilà, la critique est beaucoup trop facile par certaines personnes. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout réagi parce que peu importe la réaction que... Tu voulais pas rentrer dans un truc. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat où si je parlais de cette photo où voilà, j'étais pas homo, bah, les gens m'auraient critiqué que j'avais quelque chose contre certaines personnes. Donc j'ai préféré rien dire. Et au final, c'est pour ça que je pense que durant toutes ces années, j'ai appris vraiment
À te taire. un peu à filtrer tous les commentaires et à m'en foutre totalement. Et je pense qu'à ce moment-là, voilà, avec cet ami, on en rigolait un petit peu. Ça l'a fait rire? Ça l'a fait rire. Voilà, on sait que c'est un peu un charreau, mon pote. Donc, non, je pense qu'il le sait très bien. Ça l'a fait marrer? Ça l'a fait marrer, ça l'a peut-être aidé sur quelques coups. Ça l'a fait connaître? Parce que tu l'avais tagué, non? Ouais, il l'avait. Ah, c'est vrai, donc il a gagné des followers, etc. Donc après, peut-être qu'il a pu jouer un petit peu avec ça pour parler à quelques filles. Pour avoir sa première expérience. C'est vrai? Non, je regarde. On te fait des critiques physiques quand tu mets des photos, les gens. Ça, maintenant, tu ne regardes plus. Si on te dit t'es pas assez viril, t'es plus ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Sincèrement, je m'en fous. Tu t'en fous, Je m'en fous totalement. C'est quelque chose que je suis comme je suis et j'ai pas besoin De te justifier, quoi. de me justifier et de paraître bien pour certaines personnes. Parce qu'au final, certaines personnes vont aimer, d'autres vont pas aimer. Au final, je préfère être moi-même et Exactement. ne pas changer. Alors, il y a un truc qui est très très drôle, c'est que tu n'as pas le permis moto. Non, Toujours pas? toujours pas. T'es champion du monde MotoGP, tu n'as pas le permis moto. Non, j'ai pas de permis parce que j'ai peur sur la route. J'ai peur de. C'est une blague? Non, c'est vrai? Non, je te promets. Tu roules à 360 sur un circuit, mais t'as peur sur la route. J'ai peur sur la route. Je me sens beaucoup plus en sécurité dans une voiture parce que je sais vraiment le danger qu'il y a En moto. en moto et encore plus sur la route. Donc, bien sûr, j'ai mon scooter pour me déplacer. Je sais qu'un jour ou l'autre, je dois passer mon permis de moto. Mais je sais que je dis souvent à mes amis, je préfère rester même 15 minutes dans des bouchons et être dans une voiture que circuler en moto. Waouh. Est-ce qu'on a tendance à rouler vite avec l'habitude des circuits Je roule bien. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est surtout par exemple, quand on a un week-end de course ou par exemple même un test et on va à cette vitesse à 300, 350 km/h et qu'on doit reprendre la route Ah ouais, pour 130, rentrer, t'avances pas, quoi. pour rentrer à la maison, ben, au final, on roule assez vite et on se dit, bon, je vais ralentir, mais c'est souvent Tom qui me dit, bon, là, ralentis un peu, quoi. Tu vas vite sur la route. Et au final, c'est ça qu'on s'habitue très rapidement à la vitesse. Ouais. Ben, en vrai, quand tu roules sur une autoroute, on va dire en Allemagne, de manière légale, et que tu roules à 180, quand tu repasses à 130, tu as l'impression de plus avancer du tout. Exactement. Et Le cerveau s'est habitué, et voilà. imagine quand tu es habitué à rouler à 300, 350 et que tu te retrouves à 130, bah pour moi, c'était. Enfin, C'est un calvaire. Ouais. c'est pas un calvaire, mais en tout cas, parce que c'est deux choses différentes, la route et le circuit, mais en tout cas, en aspect visuel, ça change totalement. Et surtout, dans une voiture, on se ressent beaucoup plus en sécurité, on est beaucoup plus posé que sur une moto. Mais il ne faut pas rouler vite sur la route. Et même lui, il le dit que c'est dangereux, la route, pour de 130, vrai. c'est 130. Et, non, mais en vrai, la vérité, c'est que tout le monde roule comme il veut et tout ça. Mais en moto, en tout cas, vraiment, faites gaffe sur la route. Ça, c'est sûr. Et ceux qui roulent vite en voiture peuvent taper des gens en moto. C'est ça le sujet. C'est ça qui Bah, fait c'est peur. surtout ça qui est dangereux. C'est au final, on peut se sentir tellement en sécurité sur une moto et peu importe la personne ou le pilote, mais au final, ça peut arriver de quelqu'un d'autre qui roule peut-être un peu trop vite, peut-être même alcoolisé, je ne sais pas, mais au final, c'est surtout là où le danger peut vraiment arriver sur la route. Toi, tu bois de l'alcool ou tu bois pas du tout de l'alcool pour. Ça dépend les moments. Oui, C'est-à-dire c'est ça, oui. la semaine vraiment où je prends mes Pas vacances. 1 heure avant de conduire, quoi. Non. Sur un Mais circuit. déjà, j'aime pas ça. Mais c'est sûr que voilà, quand je suis en vacances avec les amis, j'aime bien m'amuser. Donc, Bien sûr. je pense que pratiquement tous les athlètes et toute personne peuvent vraiment prendre ces moments de plaisir. Mais c'est vraiment par période, par moment. C'est pendant ta semaine de vacances l'été. Ouais, Il n'y en a qu'une. Non, après même voilà, pendant l'hiver, même si je ne prends pas vraiment de break, on peut se lâcher un petit peu plus. Mais pendant une saison, c'est très compliqué. Pour terminer, est-ce que tu as des passions en dehors de la moto? Est-ce que tu as une autre passion qui t'occupe quand tu n'es pas en train de faire du sport ou sur une moto? Ben, sincèrement, une bonne partie de mes passions, c'est le sport. C'est vraiment me sentir en forme. Ensuite, voilà, ce qui est voiture, c'est vraiment une passion, même les montres.
mais vraiment une passion où je passe vraiment du temps. J'aime énormément la course à pied. Donc c'est vraiment, il y a énormément de relations avec le sport, mais aussi une passion, voilà, j'aime beaucoup la mode. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je passe vraiment du temps. Oui, t'accordes du temps. Mais je sais que j'aime bien mettre des affaires un peu différentes cool, ouais. à pas mal de personnes. Et qu'est-ce que tu aimerais faire après? Tu disais que c'était des carrières assez courtes et la vie, c'est heureusement un peu plus long. Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à plus tard, des possibilités de métier qui te plairaient? Oui, surtout que voilà, en termes de carrière MotoGP, je ne veux pas rester jusqu'à 35, 37 ans. Il y a des pilotes qui le font, mais je sais que voilà, je ne veux pas avoir une carrière extra longue, parce qu'au final, ça fait de l'âge depuis 4 ans que je suis sur une moto, ça fait déjà pas mal de temps. Ouais, c'est vrai, même si ce n'est pas au plus haut niveau, mais pour moi, c'est la même vie, c'est-à-dire d'aller sur les circuits et faire de la moto, avoir la même routine. Même si le niveau n'est pas le même, c'est différent, mais partir peut-être m'orienter vers la voiture, faire par exemple pilote test pour une marque de moto, par exemple Yamaha qui pourrait révolutionner la moto à ce genre de pilote, monter peut-être une marque de vêtements. Ça c'est plus des projets sur long terme, mais c'est des choses que j'aimerais bien. Comme Roger Federer a fait une marque de vêtements là. Ouais. Non, Xia? Roger. Ouais, je sais, mais moi je dis Roger, non? Je me suis dit, je dis c'est Roger ou Roger? Comme Bernard Fédéré. Non, Roger. Il va y avoir 2500 commentaires sur Roger. Bah justement, c'est drôle, non? Oui, mais peut-être. Comme Roger Fédéré. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait ridicule avec mon accent anglais, moi. Roger. Ouais, vas-y. Ouais, ok. Il n'y a plus rien qui va, frère. Je fais en français, anglais. J'ai les mèches qui font comme ça. Comme. Là, t'es sûr. Comme Federer européen. Ouais, exactement. Bien vu. Comme Federer qui a fait sa marque de vêtements aussi. Putain, ça va être dur. Là. Attends. Comme Roger qui a fait aussi sa marque de vêtements. Ah putain, ouais. Comme d'autres sportifs qui ont fait aussi leur marque de vêtements, il y a... T'inquiète, on y va. Comme La Fouine qui a fait sa marque de... on va rester sur Roger. Non, ouais, évidemment. Il y a aussi Roger Federer qui a fait sa marque de vêtements, justement. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais. Bon courage là pour la remontée du coup avec Yamaha. Content de savoir que tu es jusqu'en 2026. Et c'était chouette de faire une interview un peu longue, non? Ouais, c'était une très belle expérience. Franchement, je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. C'est vrai, c'est sympa. Être aussi chill comme ça. Donc, non, merci beaucoup, c'était un plaisir. Bah, écoute, content de t'avoir rencontré en vrai, après s'être écrit par mail. Je vous mets tous les réseaux de Fabio, qui est déjà extrêmement suivi, mais voilà, comme ça, vous pourrez le rajouter. Il y aura tous les liens en cliquable sous la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toute l'équipe de l'avoir préparée. Merci à l'hôtel Monte Carlo Bay de nous avoir prêté ce restaurant pour tourner. On est là à l'occasion du festival de télévision de Monte Carlo. Je vous embrasse fort. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous écouter en podcast et de faire de Légende le premier podcast de France. Gros bisous tout le monde et à bientôt.